le fait marquant du paysage tel qu'il se profile suite à la publication des derniers sondages, c'est la disparition de la gauche israélienne. La gauche israélienne a disparu corps et bien. Nous sommes en Zoom avec Albert Lévy. Albert, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors nous avons pensé à vous parce que je crois qu'il y a quelques mois nous avions fait la même chose. Au lendemain de la dissolution de la 22e Knesset, eh bien, je vous avais sollicité pour essayer de mieux comprendre comment on allait vivre cette campagne électorale de la 23e Knesset. C'était une période électorale aux alentours, quasiment au même moment il y a un an. Et nous voilà à nouveau dans une campagne électorale. Qu'est-ce qui risque de changer durant cette campagne électorale par rapport aux précédentes campagnes électorales? Écoutez, je crois que le fait marquant du paysage tel qu'il se profile suite à la publication des derniers sondages, il y en a eu beaucoup qui ont été publiés, et ils vont à peu près tous dans le même sens, à quelques nuances près, c'est la disparition de la gauche israélienne. La gauche israélienne a disparu corps et bien. C'est un phénomène qui n'a pas été instantané avec ces élections, il a été progressif au cours des dernières élections. Je crois que la gauche paye cher, mon opinion personnelle c'est qu'elle le mérite, l'échec total de l'accord d'Oslo. Et là on voit qu'il y a une bonne chance, c'est une très grande probabilité, pour que le parti travailliste, Mifleget Avoda, le parti de Ben Gurion, vous vous rendez compte, ne soit pas représenté à la Knesset du tout. C'est tout à fait possible. Il est même possible, si jamais le parti de Ron Hulday, le maire actuel de Tel Aviv, se crée avec éventuellement l'ancien chef d'état-major Azenkot et peut-être d'autres, que si ce parti se crée, le parti de Kachol Lavan, le parti de Benny Gantz, s'approche du seuil d'éligibilité et pourrait très bien lui aussi disparaître de la circulation. Évidemment, Meretz est toujours là, qui également flirte avec le seuil d'éligibilité. Et donc, je ne vois vraiment personne qui puisse dire nous représentons une certaine force sur la carte politique israélienne à gauche. Donc, je crois que c'est assez important et c'est assez, je pense, particulier si on compare Israël avec la plupart des grands pays occidentaux. Et donc, aujourd'hui, c'est en fait différents partis de centre-droit, puisque Lapid, on ne peut pas considérer que ce soit quelqu'un de gauche. Même Benny Gantz, d'ailleurs, dans une certaine mesure, ce n'est pas quelqu'un qu'on puisse considérer vraiment de gauche. Il y a des gens au centre-droit et puis des gens qui sont plus clairement à droite, comme le Likoud, bien sûr, comme le nouveau parti de Gideon Sa'ar, Tikva Hadasha, comme bien sûr Yamina. Et donc, c'est ça qui est intéressant, finalement, c'est que ça va être une compétition entre la droite et la droite, et finalement entre des leaders de droite. Comme c'est souvent en Israël, je crois que c'est la personnalité du chef du parti qui va faire la différence. Alors justement, c'est la personnalité de Binyamin Netanyahou qui sera à nouveau au cœur de cette campagne, parce que même à droite, même si on fait disparaître effectivement la gauche qui est effectivement extrêmement affaiblie, on le voit sur l'échiquier politique, eh bien, si l'on se contente de parler de la droite, eh bien, même à droite, il y a une polémique entre les pro-Bibi et les anti-Bibi. On le voit, il y a au Likoud, bien entendu, pro-Bibi, Gideon Sa'ar anti-Bibi, et au milieu Yamina, on ne sait plus trop, plutôt anti-Bibi, mais qui refuse on va dire, de boycotter totalement le Premier ministre. Comment on va c'est pas finalement l'un des grands paradoxes de cette campagne électorale, une droite extrêmement forte, mais un Premier ministre Netanyahou qui risque de ne pas pouvoir composer un gouvernement? Alors, je pense que si on en croit les différents sondages qui ont été publiés, Binyamin Netanyahou ne pourra pas créer un nouveau gouvernement. Et comme vous le savez, le président doit nommer non pas le chef du plus grand parti, celui qui a le plus de voix, mais celui qui a le plus de chances de créer un gouvernement, de constituer un gouvernement. C'est ce que doit faire le président. Donc je pense que le président, Rivlin, ne va pas nommer Binyamin Netanyahou comme Premier ministre cette fois-ci. Et je crois que le choix qui risque de s'imposer à lui, ça va être de nommer Gideon Sa'ar.
Mais c'est pas lui qui Alors, la décide, c'est-à-dire question, c'est de savoir. c'est pas lui qui décide, ce sont les leaders qui décident, les leaders des formations politiques. Alors, c'est par exemple Oui, bien lorsque sûr. Naftali Bennett va devoir décider, je suppose qu'il va dire c'est moi qui est capable d'être Premier ministre. Gideon Sa'ar va dire c'est moi qui suis capable d'être Premier ministre. Netanyahou va dire c'est moi qui suis capable. Et finalement, eh bien, il sera impossible de former un gouvernement. Alors, je pense qu'il y aura des pourparlers entre eux certainement, et ça va dépendre des résultats. Il est clair que si, comme le laissent penser les sondages encore aujourd'hui, mais les sondages peuvent se tromper comme nous le savons tous, si le parti Tikva Hadasha de Gideon Sa'ar a nettement plus de sièges que Yamina, ce qui semble être le cas pour l'instant, je crois que s'ils discutent entre eux, Bennett ne pourra que s'effacer, moyennant un poste très important qui lui sera donné. Et ensuite, la grosse question, je crois, ça sera de savoir si Gideon Sa'ar pourra convaincre ses anciens partenaires du Likoud, à l'exception de Netanyahou, de le rejoindre au sein d'un gouvernement dont il serait élu Premier ministre. On peut même imaginer, ça semble être de la politique fiction, mais je pense que ce serait un scénario qui serait très bon pour Israël en réalité, ça serait que Binyamin Netanyahou accepte d'être adjoint Sgan Rosh Mamshala, comme on dit en hébreu, donc adjoint du Premier ministre, et surtout s'il acceptait d'être ministre des Affaires étrangères. Je pense que ça sera difficile de trouver un meilleur ministre des Affaires étrangères que Binyamin Netanyahou. Donc pour moi, ça serait un très bon scénario que Gideon Sa'ar ou Bennett, et selon les résultats des élections, on verra bien, mais pour l'instant, il semblerait que ce soit plutôt Gideon Sa'ar, soit Premier ministre, que Binyamin Netanyahou accepte qu'il n'a pas réussi à unifier toute la droite, ou une grande partie de la droite, sous sa casquette, comme il a si bien réussi à le faire précédemment, et qu'il accepte d'être ministre des Affaires étrangères. Et alors là, on aura enfin un gouvernement stable pour 4 ans, puisque ça sera vraiment la droite. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans votre commentaire en introduction dans les informations, la droite pourrait constituer un gouvernement sans même l'aide des partis orthodoxes et l'aide de Israël Beitenu, donc le parti d'Avigdor Lieberman. Et ça serait formidable, puisque enfin, on serait moins sujet au chantage des petits partis, ce qui a été une maladie chronique de la politique israélienne pendant tant et tant d'années. Alors la question, c'est de savoir si Binyamin Netanyahou accepterait une telle perspective. Mais je crois qu'il n'aura pas le choix, parce qu'il ne peut pas, lui, créer un gouvernement, puisque Gideon Sa'ar a dit qu'il ne serait pas disons, qu'il ne ferait pas partie d'un gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahou. Oui. Mais il n'a jamais dit, et c'est mon interprétation, qu'il n'accepterait pas que Benjamin Netanyahou fasse partie de son gouvernement. Alors ça, voilà. C'est intéressant comme interprétation, parce que quelque part aussi, il va falloir, si c'est effectivement le cas, eh bien, Binyamin Netanyahou, d'abord, on a beaucoup de mal à le voir rétrograder après avoir été Premier ministre pendant 15 ans, rétrograder à une place de ministre des Affaires étrangères, même si c'est arrivé dans le passé, dans l'histoire politique de l'État d'Israël. Mais surtout, c'est que le problème est que la loi ne lui permettrait pas, puisque, et c'est l'un des points aujourd'hui également qui vont intervenir, qui vont certainement jouer un rôle dans la campagne électorale, c'est le fait que Binyamin Netanyahou est en procès, et que son procès va débuter en début du mois de janvier, qu'il va se dérouler devant les caméras justement pendant cette période électorale. Il y a le procès de Netanyahou et la crise sanitaire, qui vont être deux facteurs, à votre avis, qui vont jouer un rôle dans cette campagne électorale, qui vont modifier, on va dire, le rapport des forces? Ah oui, sur le point juridique, ça, je crois que ça sera certainement à Bagatz de trancher, si à la Cour suprême israélienne de trancher si Binyamin Netanyahou peut être ministre ou pas. Et effectivement, s'il ne peut pas, je crois qu'il n'aura pas d'autre solution que de prendre sa retraite, en tout cas temporairement, quitte à réussir à se blanchir devant les tribunaux et à revenir la tête haute s'il gagne son procès. Moi, je n'ai pas d'opinion sur ce sujet. On verra bien ce qu'il en sera. Par contre, sur le deuxième sujet que vous signalez, le corona, là, je crois qu'effectivement, le gouvernement actuel, enfin le gouvernement, le Likoud, Binyamin Netanyahou, c'est unanime de dire qu'il a très bien géré la première vague, mais que la deuxième et la troisième, ce qu'on peut appeler ce qui se profile comme étant la troisième, a été une gestion bien moins réussie.
Et je trouve que les décisions de confinement et de reconfinement, et cette dernière décision qui est vraiment, à mes yeux, complètement stupide, de fermer l'aéroport à toute personne non israélienne qui veut rentrer en Israël et d'amener de force, sous escorte policière, les Israéliens qui rentrent de l'étranger pour les amener dans un hôtel de quarantaine anti-corona, c'est une décision qui me semble absolument absurde, qu'aucun pays n'a prise, et ça démotive une grande partie de la population. Je veux dire, il est clair que la population, dans son ensemble, a de moins en moins de crédit, donne de moins en moins de crédit aux décisions gouvernementales en ce qui concerne le corona. Je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas me hasarder dans le parler justement avec un médecin sur la question du corona, mais je suis économiste et homme d'affaires, donc je peux quand même vous dire que les conséquences économiques sont catastrophiques, mais que le résultat du désastre économique a des conséquences sanitaires, puisqu'il y a de plus en plus de dépressions nerveuses, de faillites qui entraînent des dépressions nerveuses aussi, de la violence intrafamiliale, des suicides, et tout cela est en très forte hausse. Il y a des conséquences dramatiques. Oui. Et je pense que les problèmes psychologiques et psychiatriques sont aussi des problèmes sanitaires. Donc je crois qu'on ne peut pas les évacuer et regarder seulement l'aspect strictement corona sur le plan physique. Il faut regarder aussi les conséquences psychologiques et psychiatriques. Alors on va en parler justement. À répétition sont une catastrophe. On va en parler justement dans quelques instants avec un médecin. Albert Lévy, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous avoir aidé à décrypter un peu cette situation, pas nouvelle puisqu'on l'a vécue. Je rappelle que vous avez été vous-même donc candidat dans la liste du parti Zéhout. Ça semble bien loin tout cela, mais ce n'est pas si loin que ça. Le parti de Moshe Feiglin, donc pour la 21e Knesset, vous étiez candidat francophone. Cette formation, il sera d'ailleurs intéressant de savoir si les francophones peuvent trouver une représentation accrue dans la prochaine Knesset. C'était déjà le cas avec Yossi Tayeb. Moi, je le crois. Un dernier commentaire, si je me permets, sur ce point rapidement. Précis. Oui, très rapidement, je crois que les francophones risquent d'être bien mieux représentés dans la prochaine Knesset, puisque un de mes bons amis qui est très connu, qui passe souvent à l'antenne, y compris chez vous, Emmanuel Navon, a été un des soutiens les plus forts de Gideon Sa'ar. Ouais. Alors, je n'ai pas eu le temps de parler avec lui, je ne sais pas encore s'il décidera, lui, d'être candidat, mais s'il est sur la liste de Gideon Sa'ar, il pourra sûrement prétendre à une place éligible. C'est quelqu'un de brillant, qui, sans doute, après Netanyahou, ferait un très bon ministre des Affaires étrangères. Il a de grandes qualités. Et d'autre part, dans la liste de Yamina, il y a mon autre ami et concurrent, Yom Tov Kalfon. Voilà. Effectivement. Qui était 17e à la 21e Knesset et qui pourrait avoir un meilleur rang. Donc, si ça se trouve, on pourrait avoir ces deux représentants francophones, en plus de Yossi Tayeb, qui sera peut-être à nouveau élu. Merci beaucoup Albert Lévy d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonne continuation, bonne santé et à bientôt. Merci. Merci beaucoup, au plaisir.